Bien, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on change d'ambiance puisque nous sommes plus dans l'atelier, mais vous êtes dans mon salon, ouais. Alors, en fait, pourquoi? Comme vous l'avez vu en titre, certainement parce qu'on va peut-être réparer une télé. Avant, justement, de réparer cette télévision, je vous explique le contexte, puisque le contexte est important. Et actuellement, eh bien, j'utilise encore ce truc-là, qui est donc une grosse télévision cathodique 32 pouces, donc c'est du 82 cm, du début des années 2000, voilà, puisque c'est un modèle, je crois, de 2002. Et donc, le but, ça va être de réparer la télévision qui est là-bas, qui, elle, comme vous pouvez le voir, est une télévision écran plat LCD, qui, normalement, si j'arrive à la réparer, devrait prendre la place de celle de droite. Alors, je m'en sépare parce que je commence à arriver à la limite du niveau supportable de la technologie ancienne, en fait, puisque bon, vous savez, la plupart d'entre vous, je pense maintenant, ont des télévisions écran plat chez eux. Comme vous avez vu, évidemment, je connais les écrans plats, j'en ai sur les ordinateurs. Mais c'est vrai que je n'y suis pas encore passé côté télévision. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle la convergence numérique, c'est-à-dire qu'une télévision écran plat, en fait, fait office tout simplement d'une espèce de moniteur avec une entrée HDMI, quoi, maintenant. Alors j'en viens à ce que j'utilise actuellement, puisque j'utilise cette vieille télé, et dessous, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, là, franchement, je crois. J'utilise encore comme Media Center la Xbox, donc c'est une Xbox pucée en Duo X2 que j'avais fait il y a quelques années de ça. J'ai même pas de manette pour cette console, la seule manette que j'ai, c'est ça. C'est la télécommande. Voilà. Et donc le problème c'est que depuis on est passé au MPEG 4, et quand je récupère des vidéos sur internet qui sont en MP 4, malheureusement la pauvre n'arrive pas à les décoder, ou alors ça saccade, enfin bon, c'est plus adapté pour quoi. Donc voilà, je pense remplacer ça par un HTPC ou un Raspberry Pi. Et en plus ce qui s'est passé récemment, c'est comme je suis passé à la fibre, j'ai changé de FAI, et qui dit changement de FAI dit changement du décodeur télé. Donc voici le décodeur télé de chez Orange. Et alors ce que je n'avais absolument pas pensé, c'est que ce super décodeur de chez Orange, il ne fait pas le RVB. Et c'est relié à la télé en composite. Et je peux te garantir que le signal composite, sur une télévision 32 pouces, quand tu es à 4 mètres, quand tu es à 4 mètres, eh bien disons que c'est flou et dégueulasse. Alors en plus, c'est un téléviseur 100 Hz, donc ça c'est numérisé, puis dénumérisé, enfin voilà, c'est tout simplement horrible. Donc j'avance, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour John John. John John va passer à la télévision écran plat. Ouais, youpi! Donc c'est une télévision que j'ai pu racheter sur le Bon Coin pour 30 €. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, putain t'es con, tu achètes des téléviseurs en panne. Tu peux aller à la déchetterie, t'en trouveras plein. Alors déjà, sachez que normalement on n'a pas le droit de récupérer dans les déchetteries. Tant mieux pour ceux qui peuvent. Je leur dis tant mieux, voilà, s'ils peuvent le faire, mais comprenez qu'il y a des gens, et notamment ici à Reims, qui ne peuvent pas le faire. Tout simplement parce que c'est déjà chasse-gardée. Voilà, vous m'avez compris? Bon, donc si je récupère des trucs, ça ne peut pas venir de la déchetterie, c'est pas possible. Ici, on ne peut pas récupérer. Il y a des villes où c'est possible, tu peux t'entendre avec le gardien, machin, tout ça. Bon, ici on peut pas. Alors avant de l'acheter, je me suis quand même renseigné sur la panne, bien sûr, de cette télévision, et il se trouve que la panne est plutôt facile à résoudre. Et visiblement, il s'agirait juste d'un changement de diode à faire sur la platine d'alimentation, changer un composant qui coûte 3 €, même pas, et elle repartirait. Alors d'autant plus que j'ai la télécommande, voilà, qui n'est pas cassée, donc qui a vécu, etc. Mais bon, au moins, ça me permettra de passer au LCD pour vraiment pas cher. Donc ce n'est pas la meilleure, c'est pas la plus récente, puisqu'elle est de 2010, c'est même pas une LED, c'est pour vous dire. Mais je pense que ça sera tout simplement mieux que ce que j'ai actuellement. Si je la change aussi, c'est parce que le tube cathodique commence un petit peu à avoir de l'âge sur cette télévision, et l'image devient de plus en plus floue, et j'ai même les couleurs qui commencent à baver. Une image floue, ça peut se régler, pour ceux qui connaissent, avec le potard focus, en réglant la tension focus sur notamment la THT. Donc là, le problème, c'est que j'ai essayé d'y gratter. Je ferai une vidéo justement, entre guillemets, d'adieu, pour vous montrer comment c'est foutu à l'intérieur, en vous expliquant comment ça fonctionne au passage. Le problème, c'est que non, c'est que là, il y a un moment donné où c'est plus tout simplement possible. Encore avec la Freebox Revolution, ça me donnait un signal RVB et ça marchait à peu près bien. Là, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est prête justement pour la TNT HD, puisqu'elle fait HD.
non seulement au niveau du, comment ça s'appelle, du panneau, au niveau de la dalle, mais aussi au niveau du tuner. Et donc je ferai une vidéo complète sur les Sony Trinitron justement, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, puisque j'en ai connu et vécu pas mal. Donc maintenant, on va aller dans l'atelier. En tout cas, ça prend de la place ce bazar, hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est une 32 pouces, donc 82 cm. Alors il y a nettement plus grand, il y a nettement plus petit, voilà, c'est une taille on va dire standard. Donc au niveau de la panne, c'est que le téléviseur ne s'allume plus et que la LED en façade qui est de couleur rouge clignote 3 fois. Ce qui indique que la télé est en code erreur 3. Alors sur internet justement par rapport à ce symptôme, pour corriger cette panne, eh bien il faut visiblement changer une diode par une diode soit la même ou soit un peu plus résistante. Donc on va démonter tout ça et puis on va voir un petit peu comment ça se comporte avec des mesures. Alors la télé est une Philips et comme on peut voir, elle peut donc aller jusqu'à 135 watts de consommation, ce qui est plutôt beaucoup. Donc vous avez ici le numéro du modèle et enfin le numéro de série, bon ça je vous le laisse, je m'en fous, et assemblé en Pologne. Alors pour ça on va prendre des précautions, voilà, donc on va quand même déjà enlever le pied, bon, le pied s'enlève comme ça. Alors si je l'ai pris c'est parce qu'elle était en très bon état et que le mec m'a certifié en fait qu'il avait rien gratté dessus. Donc ce que je crois en réalité, parce que sinon s'il avait cherché un peu sur le web, il se serait rendu compte que cette panne n'est pas très difficile à corriger. Mais bon, peut-être que le mec, il n'avait pas de fer à souder ni rien et qu'il n'a pas envie de se faire chier, il achète une télé neuve, et puis voilà. Ce que font la majorité des personnes. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être ça. On va continuer. Alors, voyons voir si j'ai tout bien enlevé comme il faut. Ouais. Donc, on a le châssis de ce côté avec toutes les entrées-sorties, donc HDMI, VGA, on a du Péritel, donc analogique ou numérique, peu importe. La carte a l'air d'être vraiment fabriquée par Philips. Vous voyez qu'on a la sérigraphie qui est ici. On dirait que c'est des puces mémoire, ça. Je sais pas. Vu comme c'est agencé, je dirais ça. Donc on doit avoir un chip principal qui doit être donc le traitement vidéo. Donc ensuite ça monte vers un chip qui répartit ça sur 2 nappes. Donc ça va être pour l'affichage matriciel. On a marqué SPIPROG. Donc ça doit être une ROM. Bon après je suis pas Dave Jones, hein. Moi je suis pas un diplôme d'ingénieur en électronique, hein. Ni Stéphane Marty d'ailleurs, donc bon. En tout cas ça m'a toujours fait délirer, c'est cette espèce de collage de câbles avec du sparadrap quoi. C'est... Alors ensuite là au milieu c'est les haut-parleurs, et qui visiblement dirigent le son vers le haut du téléviseur, comme ça. Alors ici on a la platine d'alimentation, donc ce qu'on peut voir, comment c'est câblé, donc c'est assez simple, hein. Donc on a le secteur qui arrive ici. Donc voilà, ça c'est juste une espèce de mécanisme de rétention pour éviter que vous tiriez sur le câble et que ça arrache le câble, voilà. Donc ça repart ici, mais ça repart ici, donc pour que ça puisse être coupé directement au niveau du secteur, ok. Et ensuite, eh bien, donc, voilà, hein, partie primaire. Donc après, j'ai essayé un petit peu d'analyser cette carte à mon niveau, j'ai envie de dire. Bon, j'arrive pas trop à voir qu'est-ce qui fait quoi. Mais en tout cas, de toute façon, c'est clair, vous avez marqué hot et cold. Donc ne mettez jamais, 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 jamais les doigts sur la partie où c'est marqué hot. Alors c'est pas que c'est chaud dans le sens chaleur, température, c'est que c'est chaud pour vous. La partie hot, c'est là où vous avez le 230 volts qui circule, à nu. C'est-à-dire que ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, n'importe où. Cold, c'est que vous êtes dans la partie secondaire de l'alimentation. Donc en général, on a des tensions plus faibles. Mais c'est pas une raison. Vous voyez qu'ici, on a un gros transfo où c'est marqué, donc attention, live parts. Ça, c'est surtout un transformateur élévateur de tension pour les tubes CCFL de la télé. C'est pour le rétroéclairage. Et là-dessus, il y a de la haute tension. Donc de toute façon, c'est marqué High Voltage Danger. Donc après, on a des selfs, on a des condensateurs, on a un pont de diode ici, sachant qu'on a encore des diodes là-bas. On a un condensateur pour stocker l'énergie. Donc après, je sais pas comment c'est réparti, il faudrait voir le schéma, il y a des optocoupleurs par là-bas. Et donc après, la carte donne toutes ces tensions secondaires. Alors après, comment elles sont régulées pour l'instant, je ne sais pas. Donne toutes ces tensions secondaires, vous voyez, à la carte fille. Donc déjà au premier coup d'œil, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de condensateurs qui sont gonflés, donc déjà ça viendrait pas de là. Alors du coup je vais quand même réinstaller le pied, j'espère que ça va marcher comme ça, tout simplement parce que essayer de faire des mesures alors que la télé est à l'envers sans voir ce qui se passe de l'autre côté, bon c'est assez chiant, c'est plus facile à la verticale. Alors déjà dans un premier temps on va voir si on peut travailler safe. Ouais. Condensateur du primaire.
Oh, 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 encore 61 volts. Bon, alors comme d'hab, je vais y mettre ma résistance de décharge. Maintenant, est-ce que c'est vide? Voilà, c'est bon, 0,30 volts, c'est très bien. Alors la coupable d'après Internet, hein, d'après les gens sur Internet, ça serait cette diode-là, qui serait HS. Bon, vous voyez que sur Internet, on trouve plein de trucs. Hein. Impossible de démarrer, donc il vous dit, est-ce que c'est dû à l'alimentation? Oui. Donc mesurer la diode D210 et le MOSFET Q501. Vous voyez qu'il y a toute une procédure qui permet justement d'essayer de déceler où est le problème. Donc la diode en question qui tombe très souvent en panne, c'est visiblement la SB3200. Vous pouvez voir que c'est un truc qui est assez connu quand même. Donc on va aller chercher le service manuel du châssis. Donc il y en a quand même pour 58 mégaoctets. Alors il y a certains après qui remplacent ça par des diodes plus ou moins bizarres. Donc moi c'est celle que j'ai pris, la BY399 en remplacement. Mais c'est pas le même type de diode en fait. Donc il y a plusieurs sortes de diodes. Alors moi il y a un site que j'aime bien, c'est celui-là, Sonelec Music. Donc en fait il y a plusieurs types de diodes, même si après elles jouent plus ou moins le même rôle. Donc on a les diodes de redressement, on a des diodes Zener, on a des diodes, comment elles s'appellent, voilà, de Transil. Il y a aussi les diodes Schottky, et justement la diode originale est une diode Schottky. Et nous ce qu'on va mettre, et c'est ce que plusieurs en fait personnes ont fait, c'est de ne pas mettre une diode Schottky mais une diode rapide. Puisqu'en fait une diode Schottky c'est une diode qui justement est très rapide. Sur ce forum on retrouve une carte mais qui n'est pas tout à fait la même que moi, puisque moi c'est la 981. Et là, lui, il montre la 983. Donc on va télécharger ça. Bon, enregistrer le fichier, ouais, je vais le mettre sur le bureau. Donc si on cherche la platine d'alimentation, vous voyez qu'ici, donc c'est exactement celle qu'on a dans notre téléviseur. Hein, vous voyez, les composants sont placés au bon endroit. S'il fallait que je change la carte, 143 €. Alors regarde-moi ça. Absolument hallucinant le prix des pièces détachées. Hallucinant. Alors il y a un gars qui avait remplacé la diode en question par une BY255, ça a marché 2 minutes. Bah oui, mais après, il y a des diodes qui sont de différents types, hein, et il y en a qui vont, et il y en a qui vont pas. Hein. Parce que si les mecs, ils ont placé une diode Schottky, c'est-à-dire qui est rapide à cet endroit-là, on peut pas la remplacer par une diode qui a une vitesse lente. Donc même chose ici, c'est pareil, la télé s'est arrêtée brutalement, LED rouge qui clignote 3 fois, bon bah voilà. Donc on a Claude 13 qui lui, pour le remplacement de la diode, tout marche très bien avec une BY399. Bon jusque là ça me paraît normal, alors là j'ai les signaux qui doivent aller sur ces deux trucs là. Alors, ok. Bon alors, donc nous pouvons confirmer que ce que j'ai vu tout à l'heure sont bien des chips de DDR2. Ensuite on a un FPGA ici, la ROM, le tuner. Ouais, c'est exactement ce qu'on avait vu. Bon, j'arrive pas à trouver vraiment le diagramme de l'alimentation. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Mais... Bon, on va juste contrôler les tensions par rapport à ça. Essayez de voir déjà. Au niveau de la broche numéro 1 de 1M95, donc j'ai 3,3 volts stand-by. Donc ils sont là. J'ai bien ma tension de stand-by de 3,3 volts. Vous voyez. Ensuite sur la broche stand-by, j'ai l'impression d'avoir pareil. Ensuite on a la masse, donc sur 3 broches. Ensuite je devrais avoir du 12, que je n'ai pas. Bon, ça me paraît logique. Ensuite, j'ai la tension V plus SND qui, elle, est pour le son, donc que je n'ai pas non plus. J'ai la masse du son, et ensuite, j'ai rien de connecté. Maintenant, de l'autre côté, je devrais avoir du 12 volts, que je n'ai pas non plus. Ensuite, un BL on-off, donc ça va être backlight on-off, c'est-à-dire que le châssis commande et ordonne à activer ou pas le rétroéclairage de la carte alimentation. Ensuite dim, donc ça doit être pareil, ça doit être pour régler donc la luminosité de la dalle. Pareil, donc c'est lui qui va le faire. Donc là on a un petit signal, 0,3 volts. Ok, ensuite on a boost, boost je sais pas ce que c'est, on n'a rien. Non connecté, et on a POC. Alors POK ça doit être Power OK. Alors déjà on va essayer de voir comment ça se comporte. Ce signal Power OK au démarrage. Non.
Ensuite, au niveau de mon plus 12 volts, est-ce que j'ai au moins un démarrage ou pas? C'est faiblard, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, on a un... Quand j'allume la télé, hein, avec le bouton qui est là, vous voyez que quand j'allume, le plus 12 volts, il monte, voilà, un peu à 5 volts à peine, et puis il s'arrête. Donc on va réessayer avec notre signal power, ok. Non. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qu'on a aux bornes de 7 volts quand on démarre la télévision. Donc ici on a 0. Et de ce côté, on n'a pas grand chose non plus. En tout cas mes mesures sont pas vraiment probantes, hein. Bon après il faudrait fouiller un peu plus au niveau des mesures. Le problème c'est que là j'ai pas le schéma, donc bon je vais pas m'embêter. On arrête ça. Bien, alors la carte est démontée, voilà. Donc ce qu'on a de l'autre côté, on a quelques transistors, visiblement. Bon, sinon on voit au niveau de la coloration dans cette zone-là que ça a pas mal chauffé. Ce qui m'étonne guère, puisque de l'autre côté on a ce qui ressemble à un transistor pour alimentation à découpage, le fameux Q501, dans un PDF juste avant, et puis au-dessus on a une résistance, vous voyez, de forte puissance. Donc j'ai pas vu trop de soudure sèche, il n'y a que en haut ici où vous voyez que le PCB aussi est un peu coloré, ça a chauffé, et ça correspond de l'autre côté à la résistance R265. Donc ces deux soudures là m'ont l'air un peu bizarres, donc je vais les refaire. Alors je sais pas si normalement on peut mélanger de l'étain rose et non rose, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon en tout cas ça a l'air de marcher, hein. En fait ça donne des soudures un peu à l'allure oxydée ces trucs. Voilà, donc les soudures de la résistance sont refaites. Maintenant, on va dessouder la diode. Alors, il n'y a même pas besoin, vous voyez, de retenir le sens de la diode, puisque c'est sérigraphié sur le PCB, donc on sait où est la cathode, où est l'anode. Donc pour ça... Ah, qu'est-ce que j'adore ce truc. C'est presque trop facile. Tout simplement lol. Bien alors maintenant, place au verdict. Donc on va voir cette diode. Donc là, elle est passante. Et si on inverse... Oh, elle est passante aussi. C'est dommage, ça. Donc voici la diode que je suis allé chercher chez mon épicier, hein. Donc j'espère que vous pourrez le voir. Donc on a marqué BY399. Et donc cette diode, si on la teste, et ben dans ce sens-là, c'est bloquant. Ce qui est plutôt normal. Et dans ce sens-là, eh bien, c'est passant à partir d'une tension de seuil, on appelle ça, de 0,46. Alors pour tendre les pattes d'un composant, alors que ce soit une résistance, un condensateur, vous voyez qu'ici c'est bien tordu, c'est bien rectiligne de chaque côté, c'est bien symétrique. Vous voyez. Donc pour ça on utilise, je sais même plus le nom de cet accessoire, tordeur de composants, je sais plus comment on appelle ça. Donc il suffit de le monter là-dessus, et donc après, eh bien il suffit de, voilà, de tordre les broches de chaque côté, hein. Donc ça coûte, ça doit coûter, je sais pas, peut-être 1 €, même pas, ce genre de truc. Voilà, donc ça peut vous simplifier la vie, plutôt que de tordre ça manuellement et que ça rende pas joli. Donc vous voyez ici, bon, je vais utiliser celui-là. Donc je vais faire pareil sur celle-là. Donc on met son composant, voilà, on le met bien au centre, et donc après, il suffit de presser. Et donc voilà. Donc évidemment, il faut faire ça par rapport au pas que vous voulez après pour les pattes sur le PCB, hein, bien sûr. Donc là, comme je remplace un composant existant, je reprends le pas du composant existant. Hop, voilà, il n'y a plus qu'à souder. Et puis ça sera bon. Allez hop, c'est parti. Ouais. Qu'est-ce que ça fume. En tout cas, c'est pas mal. Tout ça, voilà. Alors bien sûr, évidemment, il reste à couper les pattes quand même qui débordent. Donc une petite pince. Et voilà. Job done. Bon, eh bien, ça y est, je vais remonter ma super plaque sur mon téléviseur. Alors, est-ce qu'on dit une vis ou un vis? Est-ce que cette diode était le vis de cette télé? Parce qu'avec des pannes en série sur ce modèle-là, on pourrait parler de vis cachées. Eh oui, c'est la garantie sur les vis cachées. Ça existe vraiment. Bon, niveau humour, je préfère vous laisser avec Kev Adams, ça vous dérange pas? Bon, en tout cas, je rappelle que la télé est débranchée, hein. Bien sûr, hein, je le précise.
Alors là, Philips, vous voyez, ils ont été super cool. Le noir va sur le noir et le blanc va sur le blanc. Alors maintenant, ça va être l'heure du verdict. Ça s'allume, mais c'est pas génial, ça? Yeah! Alors je sais pas du tout comment on se sert de ça. Alors, est-ce que c'est intuitif? Du genre, si j'appuie sur le bouton maison, il y a un menu? Oh, qu'est-ce que c'est formidable. Lancer, ouais! Mes réglages. Bon, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine sur YouTube. Moi, je vais remonter tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye!